premier hiver à l'aéroport de Severn City. Il y eut un frisson d'excitation le deuxième jour, lorsque quelqu'un reconnut Elizabeth et Tyler. La nouvelle se répandit rapidement, et Clark entendit un jeune homme d'une vingtaine d'années, aux cheveux qui lui tombaient dans les yeux, s'exclamer d'un ton dépité. Mon cellulaire, mais bon sang, pourquoi il ne marche pas, mon cellulaire? J'aurais adoré tweeter ça. Ouais, genre, tu sais, on gèle au bout du monde avec le fils d'Arthur Linkder. Tellement. Clark s'écarta d'eux afin de préserver sa santé mentale. Plus tard, néanmoins, dans un moment plus charitable, il se fit la réflexion qu'ils étaient probablement sous le choc. Dès le troisième jour, tous les distributeurs de collations de l'aéroport étaient vides et la batterie de la console Nintendo était morte. Tyler pleura, inconsolable. La fille qui n'avait plus d'effexor était maintenant très mal en point. Le manque, expliqua-t-elle. Personne dans le terminal n'avait le médicament qu'il lui fallait. Des volontaires explorèrent toutes les pièces, les locaux administratifs et la cellule de détention de la TSA, les tiroirs de tous les bureaux, après quoi ils sortirent dans le stationnement et forcèrent les voitures qui y étaient abandonnées, fouillant les coffres et les boîtes à gants. Ils trouvèrent au cours de leurs recherches quelques articles utiles, paires de chaussures, vêtements chauds, etc. Mais sur le plan pharmaceutique, ils ne découvrirent que des antalgiques, des antiacides et un mystérieux flacon contenant peut-être des pilules pour les ulcères de l'estomac. Pendant ce temps-là, la fille était allongée sur un banc, secouée de frissons et trempée de sueur. Elle disait que des étincelles crépitaient dans sa tête chaque fois qu'elle bougeait. Ce soir-là, ils fracturèrent les portes du restaurant mexicain et préparèrent un énorme dîner de viande hachée, de tortillas et de fromage, le tout copieusement arrosé de sauce. Certains exprimèrent leur réticence sur cette razzia. D'accord, tout le monde avait faim. Ils étaient manifestement abandonnés ici, et le 911 était en dérangement. Et malgré tout, personne n'aime se transformer en voleur. Jusqu'au moment où un homme d'affaires prénommé Max annonça « On se calme, merde, je réglerai l'addition avec mon Amex. » Ce qui déclencha une salve d'applaudissements. D'un geste théâtral, il sortit de son portefeuille sa carte de paiement et la posa à côté de la caisse, où personne n'y toucha pendant les 97 jours suivants. Le quatrième jour, les réserves de nourriture du restaurant mexicain furent épuisées, ainsi que celles de la sandwicherie du Hall C. Le soir, ils allumèrent leur premier feu sur le tarmac. Ils brûlèrent les journaux et les magazines du kiosque et un banc en bois du Hall A. À la suite d'un raid dans le salon Sky Miles, ils se saoulèrent au champagne en mangeant des oranges et des biscuits apéritifs provenant du bar. Quelqu'un émit l'hypothèse qu'un avion ou un hélicoptère de passage repérerait peut-être le feu et viendrait les sauver. Et aucune lumière ne traversa le ciel sans nuages. Le 7e jour, les chaînes de télévision cessèrent d'émettre l'une après l'autre. Un présentateur de CNN, blême, les yeux vitreux après 48 heures sans sommeil, annonça « Afin de permettre à tous nos employés de retrouver leur famille, nous suspendons provisoirement la diffusion de notre programme. » 1 heure plus tard, un responsable de NBC déclara « Bonne nuit à tous et bonne chance. » CBS entreprit de rediffuser, sans commentaire, America's Got Talent. Il était à ce moment-là 5 heures du matin et tous ceux qui étaient encore réveillés regardèrent les émissions pendant quelques heures. C'était réconfortant de s'abstraire de la fin du monde, jusqu'au moment où, en début d'après-midi, les lumières s'éteignirent. Elles se rallumèrent presque aussitôt, mais cela signifiait sans doute, expliqua un pilote, que le réseau électrique était tombé en panne et que le générateur de l'aéroport avait pris le relais. Tous les mécaniciens qui connaissaient le mode de fonctionnement des générateurs avaient déjà quitté les lieux. Depuis le 3e jour, les gens avaient commencé à partir au compte-gouttes. Clark avait entendu une femme déclarer « C'est l'attente. Je ne supporte pas cette attente. Il faut que je fasse quelque chose, ne serait-ce que marcher jusqu'à la ville la plus proche pour voir ce qui se passe. » Un agent de la TSA, un seul, Tyrone, était resté à l'aéroport et il s'avait chassé. Au bout de 8 jours, aucun nouvel arrivant ne s'était présenté au terminal. Aucun de ceux qui étaient partis n'était revenu. Aucun avion ni hélicoptère n'avait atterri. Chacun avait faim et essayait de ne pas penser à tous les films catastrophes vus au fil des années. Tyrone s'engagea dans les bois avec une ancienne garde forestière, tous deux munis de revolvers appartenant à la TSA. Et ils revinrent quelque temps plus tard avec un daim qu'ils suspendirent entre 2 chaises métalliques au-dessus du feu. Au coucher du soleil, tous mangèrent du gibier rôti et burent le champagne qui restait.
tandis que la fille, en manque d'effexor, s'éclipsait par une petite porte de l'autre côté de l'aéroport et s'enfonçait dans la forêt. Le groupe partit à sa recherche, mais ne put la retrouver. La fille avait laissé sur place sa valise et toutes ses affaires, y compris son permis de conduire. La photo d'identité la montrait un peu plus jeune, les cheveux plus longs et l'air endormi. Elle s'appelait Lily Patterson et avait 18 ans. Ils ne surent que faire du document.